Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga avec les volumes 4 et 5 dans l'édition intégrale de luxe de Monster de Naoki Urasawa. Donc le titre original est Monster, plus précisément pour cette édition-là, Monster Kanzenban. L'histoire est coécrite avec Takashi Nagasaki. C'est traduit du japonais et adapté en français par Thibaut Desbief. Publié aux éditions Kana dans la collection Big. La BD originellement date de 1995. Les traductions françaises, ça fait de 2008-2010 et les éditions que j'ai consultées, il y a eu beaucoup de rééditions, datent de 2017-2018. Et chacun de ces deux volumes fait environ 400 pages. Retour à Monster, donc le fameux manga de Urasawa Naoki, assisté de Nagasaki Takashi, avec les volumes 4 et 5 de l'édition dite intégrale de luxe, qui compile donc les tomes 7 à 10 de l'édition originelle. Le volume 4, ou peut-être plus exactement le tome 7 de l'édition originelle, surprend alors même qu'il se situe dans la continuité directe de l'arc entamé dans le volume précédent. C'est qu'il se focalise sur des personnages plus ou moins inédits et en tout cas a priori bien loin du Docteur Tenma ou même de Nina Fortner. En même temps, c'est là une occasion exceptionnelle de côtoyer régulièrement leur adversaire, Johan, le monstre, ce jeune homme aux traits séduisants qui incarne une sorte de mal absolu. Ce maître à ce manipulation a trouvé le moyen de s'associer au richissime Schwald, en s'entend surnommé le vampire de Bavière tout de même, tandis que le financier, avec sa bénédiction si l'on ose dire, noue enfin des liens avec son fils biologique, Karl, qu'il avait eu d'une prostituée et délaissé depuis. Mais le vieux renard n'a rien d'un imbécile, et s'il garde Johan dans son entourage, il semble conscient de la menace qu'il constitue. Presque aveugle le vieux, cela dépend de ce qu'on entend par là. Ceci étant, l'enquête dans cet arc est confiée à d'autres personnages assez divers, mais deux retiennent plus particulièrement l'attention. Tout d'abord, un ex-flic du nom de Richard Brown, c'est écrit à l'anglaise dans cette édition, Brown en Allemagne aurait été sans doute bien plus approprié. Bon, mettons. Un ex-flic du nom de Richard Brown qui ressasse sans cesse son drame personnel. Quand policier et sous l'emprise de l'alcool, il a abattu un voyou, ce qui a ruiné sa carrière aussi bien que son ménage. Ensuite, son psychiatre, le docteur Reichwein, ou Reichwein, doté d'une impressionnante moustache bismarckienne. Chacun à sa manière et fonction d'implications différentes sont amenés à prendre conscience de l'extrême dangerosité de Johan, de son caractère profondément vicieux et à même de susciter les pires catastrophes. Il se livre notamment à un petit jeu avec les enfants de son entourage qui fait particulièrement froid dans le dos. Temma revient cependant par la suite, Nina aussi, deux personnages obnubilés par la monstruosité de Johan et qui comptent bien chacun le tuer en personne pour préserver l'autre de la souillure de cette exécution. Car que la victime soit un monstre ou pas, un meurtre est un meurtre et Richard Brown est là pour montrer qu'on ne s'en remet jamais vraiment, de même qu'un vieil homme qui erre depuis une cinquantaine d'années dans une forêt où il a participé au pire. Une chose que Johan saurait à sa manière de psychopathe, à vrai dire, il se promène délibérément avec une cible sur le dos, ce en quoi il se rapproche pas mal d'amis dans la plus tardive série 20th Century Boys. Bon, ce n'est certes pas le seul point commun entre les deux personnages, voire entre les deux BD. Quoi qu'il en soit, et de manière passablement artificielle pour le coup, l'affrontement eschatologique entre Temma et Johan, ou un avatar invisible cette fois de ce dernier, se poursuivra en dehors de la seule Allemagne. Pour quelques raisons liées au passé du monstre et de Nina, l'intrigue se déplace en République tchèque, Prague et alentour. Temma y rencontrera un allié inattendu et très déconcertant du nom de Grimmer, un journaliste au sourire perpétuel, presque béat et très débrouillard. Mais il y rencontrera aussi de nouveaux ennemis et redoutables, davantage probablement que ce satané inspecteur Rung, le flic psychopathe au rituel d'enquête mécanique qui demeure contre vents et marées convaincu que Temma est coupable de 1000 crimes, qu'il est le méchant dans cette histoire. C'est que, via l'enquête parallèle sur l'orphelinat Kinderheim 511, où le monstre Johan a été forgé, les personnages sont amenés à revivre le passé récent non seulement de l'Allemagne mais de l'Europe, et l'ombre du nazisme comme celle de la Stasi et d'officines comparables du bloc de l'Est demeure présente ça et là, et toujours à même de commettre le pire. D'autant que la monstruosité de Johan est envisagée par les uns et les autres comme un outil unique en son genre pour restaurer leur rêve sombre dans toute sa puissance, un cauchemar pour tous les autres. Je suis un peu sceptique quant à cette évolution de la BD, avec des arcs très distincts, peut-être un peu trop, et qui donnent parfois l'impression plus ou moins vague de s'égarer. Cela reste objectivement bon, mais il est difficile de se départir du sentiment qu'Urasawa Naoki rallonge ainsi un peu artificiellement la sauce. Il faut y ajouter donc que la transition vers l'épisode tchèque est pour le moins douteuse sur la base de twists plus ou moins crédibles, et qui plus est amenée d'une manière franchement louche. Cela vaut pour le livre pour enfants, reproduit en couleur, une bonne idée par contre,
comme pour le mystère entretenu à cet égard par Schuwald et la motivation essentielle de cette excursion à Prague. Cependant, le bilan de ces deux volumes demeure largement positif, parce qu'Urasawa Naoki, même en s'autorisant quelques facilités un peu formules, sait raconter une histoire, aussi et peut-être surtout parce qu'il sait créer et mettre en scène de bons personnages. Brown, Lashvine, Grimmer sont tous très réussis et attachants à leur manière. Le rapport de ce dernier aux enfants, de même que le petit Dieter plus ou moins tout dans les pattes de Tenma, ont quelque chose d'étonnamment touchant. Le criminologue Gillen gagne des points dans ses volumes aussi, si je suis plus sceptique concernant Lotte Frank, un peu trop caricatural, un peu trop artificiel, là encore, dans sa relation aux autres. Et si la stature Bigger Than Life de Johan interdit peu ou prou de le juger en tant que personnage sur les mêmes critères, Urasawa Naoki nous concocte de bons méchants, tout particulièrement à Prague, en même temps qu'il sait définir des personnages davantage ambigus. Quant à Runge, je ne sais toujours pas vraiment qu'en penser. Bon sang que son caractère borné et hautain le rend agaçant, mais ce pourrait être une qualité. Bien sûr, le dessin demeure un atout marqué de Monster. Urasawa Naoki a vraiment un trait admirable, personnel, limpide, fluide aussi. La narration est sobre mais dynamique et toujours lisible, mais surtout, les personnages sont admirablement caractérisés, notamment ce trio qui décidément est ce qui m'a le plus plu dans ces deux volumes, Brown, Lashvine, Grimmer. Il me paraît certain que la BD a perdu en intérêt après un volume 1 tout bonnement parfait, et certaines évolutions sensibles dans ces deux volumes, après avoir été amorcées dans les deux précédents, m'inquiète vaguement, au sens où je redoute qu'il se produise en définitive la même chose que dans la série plus tardive 20th Century Boys, une dispersion virant au tirage à la ligne, des arcs extrêmement inégaux, des twists pour le twist qui nuisent à la qualité de l'ensemble. Mais à ce stade, ce ne sont que des craintes pour l'avenir. En l'état, j'ai apprécié la lecture de ces deux volumes. Avec leurs défauts, ils demeurent un thriller palpitant, complexe, roublard, et j'ai envie de lire la suite. À un de ces jours donc.